bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Il va falloir que j'augmente le son. Pour une fois, on me demande d'augmenter le son. Habituellement, on me demande de parler moins fort. Voilà, donc pour ceux qui étaient, je suppose que tout le monde était là hier, vous avez rencontré Antoine et Coralie, qui ont témoigné devant vous de leur propre transformation. Antoine a commencé à donner des infos sur comment on fonctionnait en équipe. Je disais, mais ça c'est ma part, je dois l'aborder demain, mon Dieu, au secours, qu'est-ce que je vais dire? Donc je vais commencer rapidement par Adapt Service. Donc c'est une entreprise d'aide à domicile. On travaille avec des auxiliaires de vie qui se rendent chez des personnes âgées, handicapées, pour leur apporter leur aide sur tout ce qui concerne le bien-être de la personne à la maison. Planter le décor. On est une entreprise de 80 salariés. On a 8 équipes d'auxiliaires de vie, entre 5 et 10 personnes. Et on a notre équipe administrative nommée les Petits Mousses, dont je fais partie. Ça fait 9 équipes donc en tout. Et aujourd'hui, donc, on est en équipe auto-organisée. Donc l'idée, c'est que je vous explique en passant par moi et l'entreprise, l'organisation, comment on en est arrivé là. Moi, je suis arrivée chez Adapt Service en 2012 en tant qu'auxiliaire de vie. J'ai un parcours de vie un peu atypique, sortir d'une expérience où je suis restée avec mes enfants pendant 3 ans, congé parental, j'ai réintégré ma vie professionnelle et j'ai découvert ce métier d'auxiliaire de vie. J'ai été embauchée sans aucune expérience par l'ancien directeur et je suis tombée dans un milieu extrêmement hiérarchique. Je subissais les contrôles de ma coordinatrice, de ma responsable de secteur, qui nous envoyait les plannings au jour le jour. On n'avait pas beaucoup le droit à la parole. Fallait un peu biaiser le système pour réussir à se faire entendre et à travailler même correctement. Donc c'était pas évident. Et mon but à ce moment-là, ça a été je fais 3 ans dans cette entreprise, je fais une VAE et je me mets à mon compte parce que ce métier est magnifique, mais dans ces conditions-là, c'est juste impossible. Et Antoine est arrivé, c'est-à-dire que j'ai appris par courrier que l'entreprise était vendue, aucune communication avant. Ça fait un petit peu, on se sent un peu bizarre quand même dans ces cas-là. Et quand j'ai été invitée à venir rencontrer mon nouveau chef d'entreprise le vendredi soir suivant lors d'une soirée. Bon d'accord, on va aller rencontrer notre nouveau chef d'entreprise. Et j'ai rencontré... D'accord. Et donc là, on nous apprend que l'entreprise est vendue. Et on est invité, moi, mes collègues, à venir rencontrer notre nouveau chef d'entreprise au cours d'une soirée organisée dans ce but. Donc là, j'ai rencontré Antoine, qui nous a fait un beau discours de présentation. Et je me suis dit, mince, c'est un vrai être humain. Soit c'est un vrai être humain, soit on va se faire avoir encore pire qu'avant. Vu le discours qu'on avait, c'était un peu mon ressenti sur le coup. Mais vraiment, un très beau discours sur quelqu'un qui s'intéressait au métier, aux personnes qui faisaient ce métier et aux bénéficiaires. Nous, les clients, on les appelle des bénéficiaires. Voilà. Donc ça m'a marqué. Et puis peu à peu, j'ai vu qu'Antoine s'intéressait vraiment aux gens, aussi bien à ses salariés que ses clients. Et donc je me suis dit, ça vaut peut-être le coup de rester dans cette entreprise. On ne parlait pas encore de transformation d'entreprise, on était vraiment juste sur la logique humaine, peut-être un management un peu paternaliste de la part d'Antoine. Il s'est trouvé que la coordinatrice, la responsable de secteur qui gérait mon équipe a démissionné et le poste a été ouvert. Je me suis présentée parce que, ayant subi ce poste, je me suis dit, moi, je pense que je suis tout à fait en capacité de le faire et de le faire différemment. Et j'ai été embauchée. Je ne savais pas trop pourquoi, mais j'ai été sélectionnée. Voilà. Et donc à partir de là, j'ai essayé de faire mon travail différemment et je me suis rendu compte que je tombais dans les travers de mon ancienne responsable de secteur. Même si je pense que j'ai fait un petit peu mieux, je me retrouvais quand même
à générer de la souffrance chez mes collègues, à devoir imposer des choses. Alors j'essayais d'expliquer, de donner des explications, mais je sentais bien que quelquefois c'était ouais, mais de toute façon, t'es le chef, donc tu dis. Et ça générait vraiment de la souffrance chez moi parce que c'était pas moi. Voilà, j'avais une autre vision, j'aurais voulu aller plus loin, mais c'était notre métier, c'est quand même faire du planning, s'assurer que les bénéficiaires aient tous leurs prestations, donc appeler des collègues en leur disant bon, une telle est malade, il n'y a pas le choix, faut que tu y ailles. Ah bah ouais, mais moi j'ai mes enfants, etc. Bah oui, je comprends bien, mais nous on a des, enfin c'était des discours, je me sentais vraiment pas bien à imposer des choses atroces à mes collègues. Et quelquefois la sensation que il n'y avait pas non plus une j'avais le sentiment que mes collègues en face n'étaient pas responsables, enfin n'avaient pas un comportement responsable. Et Antoine avait des retours sur ce mal-être des auxiliaires de vie, des retours sur notre mal-être à nous, parce qu'on est 3 coordinateurs, enfin responsables de secteur. Voilà, coordinateur. Et un jour, il nous a dit, moi j'en peux plus. J'en peux plus, cette situation ne me convient pas. Je vois bien qu'elle ne vous convient pas non plus. Nos collègues sur le terrain, ça ne leur convient pas. Je vous propose de changer. Bon, changer, oui, d'accord, on fait. Et là, il a commencé à nous parler de Burzorg, cette entreprise hollandaise dans des Pays-Bas dont vous avez entendu parler. Moi, mon premier souvenir, mon premier ressenti, ça a été de me dire, alors que j'avais été auxiliaire de vie, bah, c'est pas possible, ça va pas fonctionner. Chacune, chacun va vouloir commencer tard, finir tôt, va tirer la couverture à lui, ça ne fonctionnera pas. Ça a été mon premier ressenti. Très rapidement, ça a été mais mon Dieu, je suis en train de faire quoi? J'ai été auxiliaire de vie, aujourd'hui je suis responsable secteur. Est-ce que je suis dans la malveillance envers mon entreprise? Est-ce que je pense à moi? Non. Comment je peux penser ça de mes collègues? Enfin donc voilà. Antoine m'a offert le livre de Frédéric Laloux que j'ai lu, que j'ai dévoré. Et l'une des choses qui m'a marquée dans ce livre, c'est l'énergie que les salariés dans une entreprise mettent à contrer le système. Ce que je faisais moi quand j'étais auxiliaire de vie et que je trouvais mille et un subterfuges, de la manipulation des bénéficiaires, etc., pour réussir à juste faire mon travail correctement, en vivant quand même, en étant un être humain et en vivant aussi moi à peu près correctement. Et cette énergie-là que je mettais à faire avec ma responsable de secteur, etc., s'il n'y avait pas eu cette pyramide hiérarchique, l'énergie que j'aurais pu mettre au service de mon entreprise, ça a été un déclic pour moi. Et puis ça a été un peu plus loin ensuite, je me suis dit, mais je suis mère, j'ai 2 enfants, je me suis dit, mais en fait, si nous, on arrive à transformer notre entreprise, à faire en sorte que l'ensemble de mes collègues soient bien dans leur travail, que moi, je sois bien dans mon travail, on va créer un exemple. Et peut-être que ça va faire tache d'huile. Et puis j'avais lu donc le livre de Frédéric Laloux, et puis ça existe ailleurs. Et donc, à terme, peut-être que mes enfants, quand ils seront grands, auront la chance de vivre dans une société où ils pourront s'épanouir au sein de leur entreprise, ou que ce soit leur propre entreprise ou l'entreprise dans laquelle ils travailleront. Et là, ça a été un déclencheur, et j'étais voir Antoine. Oui, il faut le faire pour nous, il faut le faire pour nos enfants. Donc, il y a eu une grande résonance à ce moment-là. Alors après, il fallait emmener l'ensemble de nos collègues, parce que moi j'avais eu cette réaction-là, mais les auxiliaires de vie, nos collègues sur le terrain, comment est-ce qu'on les emmène là-dedans? Et puis il faut les accompagner, il faut les écouter. Enfin, on a commencé, nous, alors Antoine lui avait commencé sa transformation personnelle, il a fait Toscane. Donc régulièrement, il arrivait dans nos réunions en nous parlant de choses, et nous, on le regardait juste comme ça. La sensation que j'avais, c'était nous, on avait les mains dans le cambouis, et nous parlait d'un truc qu'on trouvait super intéressant, mais quand même, nous, on avait les mains dans le cambouis, et comment on fait? Et on s'est fait donc accompagner au sein de l'entreprise par Marie-Claude de Toscane, enfin qui connaît très bien... Par Marie-Claude, qui connaît très bien Toscane. N'hésitez pas à me dire quand je parle pas suffisamment fort, parce que... voilà. Et Marie-Claude nous a fait travailler déjà au sein d'un premier séminaire. On a eu un premier séminaire au niveau de l'équipe de l'administratif sur notre équipe à nous.
parce qu'en réalité, on n'avait pas d'équipe. On travaillait ensemble, on n'était pas une équipe. On avait des préjugés les uns sur les autres. On avait chacun fait des collections de timbres sur des problématiques qu'on avait eues puis qu'on n'avait pas réglées. Donc on a détricoté toutes ces mauvaises relations, on en a retricoté des vraies, on a ramené de l'authenticité dans nos rapports et on a commencé à créer une vraie équipe. Et ça, c'était magique. Au niveau de l'émotion, regarder ses collègues différemment pour qui ils sont et pas pour qui on imagine qu'ils sont, c'était magique. Ça a été l'un des premiers pas et ça nous a permis ensuite de communiquer clairement avec nos collègues du terrain, auxiliaires de vie, vers ce vers quoi on voulait aller. Et pour elles, je dis elles souvent parce qu'il y a beaucoup d'auxiliaires de vie femmes, on commence à avoir de plus en plus d'hommes, mais du coup j'ai encore tendance à dire elles. Pour eux, on a voulu libérer la parole, c'était essentiel. Et donc entendre ce que eux avaient à dire sur leur métier, sur ce qu'ils vivaient au quotidien. Le souci, c'était la hiérarchie. Si on avait mis Antoine ou même moi, ou même notre RH au cœur des réunions, on se disait la parole, elle ne va pas être libérée. Ils vont avoir peur de dire, peur de parler. Et donc, on a fait appel à une stagiaire en management, Manon. On a attiré à nous, encore une fois, quelqu'un d'exceptionnel qui était vraiment là dans son rôle et qui a créé des ateliers d'écoute, qui nous a fait un retour sur ce qui ressortait, sans mettre de nom ni rien. Et là, encore une fois, c'était à la fois super et en même temps super difficile, parce que qu'est-ce qui ressortait? C'était toutes les fois où j'avais un peu tyrannisé mes collègues, ou voilà, Manon elle venait me voir, moi et puis d'autres, mais Laetitia, est-ce que tu es sûre que ça serait pas bien de faire ceci? Et moi je dis, ouais, enfin quand même, je suis pas une esclavagiste, mais quand même c'est pas ce que je leur ai dit. Mais ça a été une période donc à la fois super, parce qu'on savait qu'on avançait, et moi au niveau personnel, de remise en question de comment je travaillais avant, de quelle était l'image que je donnais, même si c'était pas celle que moi je pensais porter. Donc il y a eu ces ateliers d'écoute et donc une première communication auprès de nos collègues sur ce vers quoi on voulait aller. Et puis ce qui est ressorti, c'est nous, ras-le-bol de subir des plannings, ras-le-bol de devoir demander la permission pour prendre nos vacances, ras-le-bol de devoir faire des feuilles de pointage, on a des sortes de... D'accord, tout ça a été entendu. Et donc on a, à partir de ces ateliers d'écoute, créé des ateliers de travail basés sur du bénévolat des auxiliaires de vie, participer qui veut, avec les personnes de l'administratif, pour voir vers quoi on pouvait aller. Ce qui est ressorti de ces ateliers de travail, c'était une création d'équipes en autogestion, d'équipes autogérées. Donc ça a commencé à faire son chemin. Tout ça, ça nous a pris quand même beaucoup de temps. À chaque fois, c'était des réunions d'auxiliaires de vie. C'est des personnes qui sont sur le terrain. Donc ça voulait dire réussir à créer des plannings encore pour qu'elles puissent se retrouver. Ça a pris du temps. Je crois qu'au total, ça nous a pris bien 2 ans. Tout ce travail-là, d'ateliers d'écoute, d'ateliers de travail, de transformation, nous, de l'équipe accompagnante. Parce qu'on commençait à passer d'une équipe de l'administratif à une équipe accompagnante, accompagnée nous-mêmes par Marie-Claude. Je prends un petit coup d'eau. Et on a eu un second séminaire, deuxième année. Non, voilà, ça c'était première année, deuxième année, second séminaire. On en a fait un par an, un peu des points d'étape, où on en est, etc. Et là, Marie-Claude nous a fait travailler sur notre vision d'entreprise, là où on voulait aller. Alors je vous avoue que je ne connais même pas la vision d'entreprise par cœur, mais le ressenti que j'en ai, c'est nous sommes l'un et l'autre ici pour les bénéficiaires et les auxiliaires ensemble vers du mieux-être, vers une attention, la qualité de service, mais aussi la qualité de vie de tout le monde. Et quand on a fait ce travail de vision, on a réalisé que on était en train, on avait fait les ateliers d'écoute, on avait fait tout ça, mais on était juste en train d'embarquer tout le monde dans une grande aventure sans avoir bien réexpliqué à tout le monde le pourquoi.
Marie-Claude nous a un peu aidés, hein, on était quand même accompagnés, hein, c'est essentiel, on était accompagnés. Et on a fait, mais oui, mais c'est vrai, on leur a pas dit pourquoi à toutes, peut-être qu'on l'a dit à certaines. Et donc, eh ben, alors qu'on avait envie d'aller un peu plus vite, on avait très envie de lancer les premières équipes, ben, on a pris le temps de refaire des réunions pour s'assurer que tout le monde comprenait pourquoi on faisait ça, pour leur bien-être, pour que les bénéficiaires soient bien, mais aussi pour que les auxiliaires se sentent bien, qu'elles soient bien, qu'elles grandissent, qu'elles puissent grandir, qu'elles se sentent grandir, qu'elles puissent se réaliser au sein de l'entreprise. Et ces réunions, elles ont été très belles. Alors c'était Antoine qui les a menées, parce que Antoine à ce moment-là, il vivait un peu, enfin de toute façon c'est, ah oui mais non mais moi je veux me décoller de cette image du patron, que ce soit moi qui, oui mais si c'était essentiel parce que on en était encore là, c'était encore le patron Antoine et c'était important que lui explique pourquoi. C'était le moteur. Moi de mon point de vue, le chef d'entreprise dans beaucoup d'organisations, c'est le moteur, le principal moteur de la transformation. Et donc après avoir bien expliqué à tout le monde pourquoi on partait là-dedans, et ben on a lancé une première équipe. On n'a pas lancé toutes nos équipes, on n'a pas déployé toutes les équipes en même temps. On a lancé les équipes les unes, enfin la première seule en mai 2017. Ensuite on en a lancé deux en juin, et puis après, ainsi de suite. La dernière, elle a été lancée en décembre, je crois, 2017. Donc c'est tout jeune encore. Mon ressenti, juste avant de lancer les équipes, c'était waouh, on y va, c'est super, c'est génial, pressée, impatiente. Après avoir lancé les trois premières, il y a les premières tensions sont apparues, les premières difficultés sont apparues. Et pourquoi je vous dis ça? Bah pour vous dire que c'est pas tout rose non plus. Hein, voilà, on a rencontré les premières difficultés de communication, essentiellement de la communication. Et puis, on voulait lancer des équipes autonomes. On voulait créer des équipes autonomes. Et on s'est rendu compte que l'autonomie, ça se décrète pas. La première équipe, on a eu un peu la sensation à un moment donné de leur avoir dit « Bon, bah, vous êtes la première équipe autonome, vous êtes autonome ». Et quelques mois après, on se dit bah, « C'est bizarre, il y a des trucs qui fonctionnent pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et encore une fois, Marie-Claude, qui était à nos côtés, nous dit « Mais quand vous apprenez à faire du vélo à quelqu'un, est-ce que vous lâchez la selle tout de suite ?» Ah bah ouais, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire, on aurait peut-être dû accompagner un peu plus, donc on a revu notre accompagnement. Et donc voilà, pour ce qui est du lancement, on est en plein lancement. Après, peut-être que je peux vous expliquer comment fonctionnent les équipes, qu'est-ce qui a changé chez nous, donc comment fonctionne une équipe en autonomie chez nous. À chaque lancement d'équipe, on leur a demandé il y a des rôles dont on avait besoin pour notre organisation, donc on a des chargés de planning qui sont, on va parler de ce qu'elles font et après je vous reparlerai des rôles. Les équipes autonomes chez nous, je me suis pris des notes, elles font la construction de leur planning elles-mêmes. Mes collègues travaillent, alors au départ je leur avais donné moi les plannings que j'avais faits à l'époque. Elles sont parties de ça, puis elles les ont complètement remaniés à leur façon, en respectant toujours les bénéficiaires, parce que nos trois seules règles, c'est le respect du bénéficiaire, le bénéficiaire d'abord, c'est la première, le respect des lois et la logique économique. Le respect de la logique économique. Les décisions qu'elles prennent ne peuvent pas nous envoyer dans le mur, ça serait complètement incohérent, puisqu'on vit tous grâce à cette entreprise. À partir de là, donc, elles construisent en autonomie leur planning. Elles gèrent elles-mêmes leurs vacances. C'est elles qui choisissent, elles voient entre elles qui part quand, comment. On n'a plus rien à voir là-dedans. Qu'est-ce qu'elles font d'autre? Elles font tout en fait. Elles gèrent entièrement la communication avec les bénéficiaires. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était moi qui réceptionnais les appels, les plaintes et autres, et puis je faisais les points. Là, maintenant, elles sont en retard, elles ont le numéro de leur bénéficiaire, elles les appellent. Ça peut vous paraître
logique, mais nous, avant, on avait du contrôle là-dessus aussi. Il était interdit d'appeler directement un bénéficiaire ou la famille d'un bénéficiaire. Il était interdit qu'un bénéficiaire appelle directement une salariée. Et ça créait de la souffrance des deux côtés. Au jour d'aujourd'hui, elles ont les numéros des bénéficiaires. Quand elles sont en retard, elles appellent, on est en confiance. On n'a pas besoin de contrôler qu'elles sont là, qu'elles ne sont pas là. Les gens peuvent nous appeler. On a dans l'équipe un système, c'est même pas de l'autosurveillance, mais elles sont souvent plusieurs chez la même personne. Ce qui fait qu'un jour, le fils d'un bénéficiaire un peu inquiet m'a dit mais vous faites des contrôles, Laetitia? Ah non, non, ça c'était avant, monsieur, on fait plus de contrôles. Ah bon? Mais je fais oui, mais vous savez, il y a 2 personnes chez votre père et on travaille avec des personnes professionnelles et humaines. Donc si jamais, je sais pas, je vais prendre Sonia et Julie, si jamais Sonia avait un souci, Julie constatait que Sonia, il y avait des choses qui collaient pas avec votre père, vous inquiétez pas, Julie lui en parlerait. Et ah oui, d'accord, effectivement. Et je me suis vraiment dit, il va me dire, mais vous êtes complètement folle, vous êtes complètement barge. Et la façon dont je l'ai présenté, eh ben, le monsieur m'a dit, ah ouais, ok, c'est bien. Moi, ça m'a soulagée. C'était... voilà. Et oui, et elle gère les embauches aussi, elle-même. Elles ont Coralie vous en a parlé un peu hier. Elle gère les embauches elle-même. Et donc, il y a une semaine, on a eu le premier refus d'embauche. Bah, ça nous a tous fait bizarre au niveau de l'équipe administrative parce qu'effectivement, la personne qui avait été proposée par Coralie, on l'attendait tous, on trouvait qu'elle était super. Et l'une des équipes a dit ah bah non, 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 nous, c'est pas ce qui nous convient. Et là, bah, on a juste dû dire ah ouais, bah d'accord. Et moi, j'ai eu dans ma façon de faire aussi autre chose qui m'a marqué cette semaine, c'est donc les auxiliaires choisissent leurs vacances et on a une jeune collègue qui souhaitait prendre une semaine. Et donc elle le soumet à son équipe. Et puis en réunion, l'équipe dit ah bah oui, mais bon, nous on a des arrêts maladie, on a des collègues qui partent déjà, les soldes des congés doivent être pris avant mai. On ne peut pas lui accepter, c'était une semaine anticipée. Légalement, il y a le droit, mais nous, on ne peut pas le lui accepter, c'est pas avec la logique économique. Donc moi, je suis souvent maintenant là en spectatrice dans les réunions. Bon, regarde, je fais, bah oui, oui, c'est logique ce que vous dites. Voilà. Et cette collègue n'était pas là, donc ils l'ont appelée après en lui expliquant, bah non, on ne peut pas te dire oui. Et moi, je reçois un appel. Oui, bon, Laetitia, donc j'ai demandé à mon équipe si je pouvais, ils m'ont dit non, donc je reviens vers toi. Oui, mais pourquoi? Je suis pas là, je suis plus là pour ça, c'est pas vers moi qu'il faut que tu ailles. Donc j'ai fait que lui réexpliquer ce que ses collègues lui avaient dit et je pouvais rien faire de plus que ça. Mais donc nous, on rencontre encore cette difficulté maintenant, c'est de sortir de ce rôle qu'on avait. Alors déjà que c'est pas facile parce que quelquefois on a envie de reprendre les rênes quand ça fonctionne pas bien ou autre. Mais quand en plus on a des collègues qui arrivent en essayant de vous mettre les rênes dans les mains, c'est assez complexe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, par rapport au moment où j'ai eu cet effet de oh, mais c'est absolument pas possible, tout le monde va tirer la couverture à soi. Ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est pas un sous-investissement de mes collègues. Je suis presque plus en vigilance sur le surinvestissement de certaines et de certains. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui vont être en survigilance pour que... ce que moi je faisais avant, en fait, la peur que ça tourne pas bien, alors vouloir tout contrôler, etc., certains prennent ce rôle parce qu'ils n'arrivent pas des fois à communiquer avec leurs collègues. Et j'ai vraiment... Quand je fais le tour de mes collègues, je vois pas une personne qui se cache derrière cette proposition de système pour moins faire. Il n'y a que des personnes qui s'investissent. Et ça, c'est assez phénoménal. Voilà. J'ai encore une ou deux questions parce qu'il nous reste encore 5 minutes. Déjà, ils ont quelle taille ces équipes-là? Alors, il y a entre 5 et 10 personnes. Et on a décidé qu'au-delà de 10, il fallait repartager pour que les équipes puissent communiquer correctement en réunion. Déjà 10, c'est le grand maximum.
Et comment ça se passe concrètement? Parce que j'imagine il y a des décisions à prendre, il y a plein de choses à Oui. discuter. Ça prend beaucoup de temps, hein. Je sais pas Mm. comment vous faites ça. Alors, elles organisent 2 réunions de 2 fois 2 heures par mois. C'est elles qui s'organisent dans leur planning, ou de temps en temps elles me demandent, puisque moi je suis quand même un peu l'experte en planning. Voilà, nous on est passé de profession à plus rôle d'expert. En planification, je suis plutôt experte, donc quand elles n'y arrivent pas ou qu'elles n'ont pas le temps, puisqu'elles ont quand même un travail énorme sur le terrain, elles viennent vers moi et me disent essaye de nous organiser une réunion, on a besoin de 2 heures, etc. Et là, elles se rencontrent. Donc on a essayé d'initier des rituels lors d'une réunion, de faire un tour de table, enfin un tour de table, des fois moi il n'y a pas de table avec les équipes avec lesquelles je travaille, mais un tour de chaise, des fois en popcorn, et puis de dire bon bah voilà comment j'arrive, comment je me sens. On essaye, c'est pas évident. Et puis bah voilà, elles font de la codécision, elles travaillent leur planning entre elles. Elles sont également accompagnées par un coach. Alors Marie-Claude ne nous accompagne plus parce qu'elle ne peut pas pour le moment, donc on est accompagné au jour d'aujourd'hui par Nadia. Et Nadia reçoit les équipes une fois par mois. Donc en fait, chaque équipe voit Nadia une fois tous les 2 mois. Et peut arriver aussi avec soit des problématiques à gérer, soit des questionnements, soit à travers ce petit tour de table, il y a des choses qui ressortent. L'une des équipes que j'accompagne, ce qui est ressorti, c'est un travail la dernière fois sur le deuil et sur comment accompagner quelqu'un en fin de vie, mais comment s'accompagner aussi soi-même quand on est face à quelqu'un en fin de vie. Voilà. Après, ça peut être aussi de travail sur la communication à travers la CNV qu'on a fait avec une autre équipe. Donc là, j'entends, c'est très ciblé sur les besoins de chaque équipe, hein. Oui. Et ils ont l'espace pour évoluer ensemble. On essaye. On fait notre maximum. Et quelles sont les réactions des personnes qui vivent tout ça? Donc là, tu as beaucoup parlé de toi-même, mais les auxiliaires de vie, comment ils vivent ça? Ou elles vivent ça? Eh ben, un peu comme pour nous, à l'époque, en fait, nous, notre équipe d'administratifs, on va dire que ça nous permet de voir comment ça se passe. Un peu comme pour nous, des fois, il y a des difficultés de communication, il y a besoin d'acquérir des outils. Il y a certaines personnes qui adhèrent à 100%, qui vivent vraiment le projet comme le leur. Et malgré tout le travail qu'on a fait, il y a aussi certaines personnes qui commencent à dire, maintenant qu'on y est, maintenant qu'on le fait, oui, mais enfin bon, à la base, ça c'est quand même le projet d'Antoine, hein, donc moi, votre truc... Et alors moi, j'avoue, une fois en réunion, quand tu peux pas dire que c'est le projet d'Antoine, alors que tu étais présente aux réunions d'écoute, tu as entendu parler des ateliers. Et en fait, je pense que oui, maintenant on est dedans. Jusque-là, il y avait le côté de oui, c'est un peu utopiste, ça va pas fonctionner, ou je sais pas. Et là, maintenant qu'on est dedans, certaines personnes qui n'ont pas envie. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elles n'ont pas envie. Donc, les auxiliaires de vie, c'est du plein emploi, hein. Demain, elles quittent Adapt Service, elles retrouvent du travail tout de suite. On a énormément de difficultés, du coup, à recruter. Et donc, on leur dit, si ce système ne te convient pas, si tu ne te sens pas bien, tu peux t'en aller. Ah ouais, mais non. Voilà. Donc, on en est là. Encore une fois, la première équipe va avoir 1 an. On en est là. Donc il y a certaines personnes qui se sentent bien, on les voit s'épanouir. Il y en a d'autres qui ont l'impression qu'on leur en demande trop. Puis pareil, du coup, il y a de la communication. Donc elles parlent d'elles, elles sont plus chacune dans leur coin. Il n'y a plus de hiérarchie, donc il y a de la responsabilité. Certaines personnes n'ont pas envie d'avoir des responsabilités. Enfin, voilà. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est alors si tu veux, tu peux partir. Ah oui, mais non. Alors ça, j'avoue, je ne comprends pas. Ça m'amène à une dernière question. Quels sont les résultats concrets que tu observes pour le business, pour Alors, de tes clients? on a moins d'un an d'ancienneté au niveau des équipes. Ce que je constate, c'est que les bénéficiaires sont tout aussi satisfaits qu'auparavant. On fait des enquêtes qualité. Donc là, on va avoir les retours d'une enquête qualité qu'on n'a pas, mais je vois au niveau des appels téléphoniques, par exemple, moi, à une époque, j'avais l'impression de passer 50% de mon temps à gérer le standard. On a beaucoup moins d'appels, beaucoup moins d'absentéisme aussi. On a été parler de notre fonctionnement à d'autres entreprises Adapt Service il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de voir le chemin parcouru et des problèmes que nous, on n'a plus.
On en a d'autres. Alors moi, j'arrivais encore avec mes soucis, mes problèmes. Et le fait de les entendre me dire, oui, mais alors, en plus, eux, ils ont vraiment un discours très professionnel. Mais alors, avez-vous encore des arrêts dominos? Là, pendant 2 secondes, j'étais des arrêts dominos. Oui, des arrêts à la chaîne. Ah oui, 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 ça je connais bien les années. On en avait plein. Bah non, là, en ce moment, on n'en a plus. Vous savez, le premier arrêt, et puis du coup, on demande à une collègue de remplacer, et puis au bout d'un moment, ça lui plaît pas. Alors du coup, paf, 2 jours après, on en a un deuxième. Et avant, on avait beaucoup ça, des arrêts en chaîne, des arrêts maladie en chaîne. Et ça, au jour d'aujourd'hui, on n'en a plus. Donc, ce que je dis, c'est est-ce qu'on est dans l'effet waouh qui fait que voilà, ou est-ce que ça va durer? Ça, on est très voilà, on est très humble par rapport à ça. On sait pas rendez-vous dans un an pour voir où on en sera. Mais au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup moins d'absentéisme. Voilà. Bon, merci beaucoup. Hein. On vous en arrête là. Vous pouvez applaudir. Hein. Super.